coup, me voilà pour une nouvelle vidéo, donc, où malheureusement, j'ai pas mis mon bleu de travail, parce que j'ai laissé au boulot, et donc, maintenant, je suis obligé de le faire comme ça, en t-shirt, même si c'est l'hiver. Heureusement que dans mon appartement, il y a le chauffage. Alors, passons tout de suite à la suite de mon histoire avec les États-Unis. Alors, ok. Qu'est-ce que j'ai... oui, j'avais dit que je... Ah, d'accord, on vous a parlé donc des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, exécutif, législatif, mais on a surtout des textes aux États-Unis, des textes, des règles, des lois, des choses qu'il faut respecter, des textes fondateurs, on parle. Les textes les textes fondateurs des États-Unis. 3 textes fondamentaux sont la racine de l'identité nationale américaine. On commence tout d'abord par la déclaration d'indépendance. Alors, on a alors, je vais essayer d'écrire malgré le petit problème d'encre sur ce stylo vert, la déclaration, alors pas que j'écris trop gros, alors, ok, on se, hop, discrètement, A-N-C-E, la déclaration d'indépendance. Alors, cette déclaration, elle a été signée le 4 juillet 1776. 1776. La déclaration d'indépendance est le texte par lequel les 13 colonies d'Amérique du Nord se séparent du Royaume-Uni. Ce texte est marqué par l'influence de la philosophie des Lumières. Les délégués des colons estiment qu'ils ont le droit de se révolter contre la monarchie britannique. En fait, le préambule est resté dans la mémoire collective. Voici donc le préambule de ces déclarations d'indépendance. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes. Que tous les hommes naissent égaux, que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Je mets la lumière plus fort. J'en suis où? Parmi lesquels la vie, la liberté, la recherche du bonheur. C'est selon la plupart des observateurs la naissance de notre démocratie contemporaine. Ensuite, deuxième texte fondateur, on a tout simplement la Constitution. Alors ça date à peu près la même époque. La Constitution est acceptée le
ça fait 7, 8, 9, 09. Et l'année 1787, la Constitution de 1787 est donc acceptée par la Convention réunie à Philadelphie. Elle est la loi suprême du pays. Et commence par ces mots. Nous, le peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite, etc., etc., etc. Voilà. Nous, le peuple des États-Unis. C'est poétique. Nous. Elle est la plus ancienne constitution écrite du monde encore en application. Comme expliquer que ce texte conçu pour 4 millions de personnes majoritairement rurales fasse encore autorité dans le 3e État le plus peuplé du monde, 300 millions d'habitants. Nous, on est à peine 70 millions. Voilà. Cette longévité est liée au fait qu'elle a été pensée comme un équilibre subtil entre unité, l'État fédéral, et diversité, ça veut dire bien sûr la place et le rôle de chacun des États. Mais aussi à sa souplesse. Elle tient aussi à la brièveté. 4400 mots. On les a comptés, hein, les mots de cette constitution, qui laissent la possibilité de compléter le texte d'origine par les amendements. Il y en a 27 à ce jour. Exemple, le 13e amendement en 1865 abolit l'esclavage. Le 19e amendement en 1920 accorde aux femmes le droit de vote. Le 22e amendement en 1951 limite les mandats du président à 2. Etc., etc., etc. Et c'est donc le sujet évidemment de cette vidéo sur l'histoire des États-Unis, bien sûr, et je vais directement à la fin du bouquin parce que on va on va pas passer par la déclaration d'indépendance, mais le plus important c'est quand même la Constitution. La Constitution avec les différents articles. Articles divisés en petites sections. Par exemple, le premier article de la Constitution, article 1er, section 1. Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués à un Congrès des États-Unis, qui sera composé d'un Sénat et d'une Chambre des représentants, ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Section 2. La Chambre des représentants sera composée de membres choisis tous les 2 ans par le peuple des différents États. Dans chaque État, les électeurs devront répondre aux conditions requises pour être électeurs à l'Assemblée, la plus nombreuse de la législature de cet État. Nul ne pourra être représentant s'il n'atteint pas l'âge de 25 ans. S'il n'est citoyen américain depuis 7 ans. Aura vécu 7 ans aux États-Unis pour être représentant. Alors, depuis 7 ans. Et s'il ne réside au moment de l'élection dans l'État où il doit être élu. D'accord ? Les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents États qui pourront faire partie de cette union, proportionnellement au nombre de leurs habitants, qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris celles qui ne sont louées pour un nombre d'années déterminé, mais à l'exclusion des Indiens non soumis à l'impôt. C'est cool, hein ? Les Indiens, ils n'ont pas trop de problèmes au niveau... Parce qu'il existe des Indiens. Et oui, il y a encore des Indiens en Amérique. Enfin, à l'époque où ça a été écrit, il y avait des Indiens. Alors, j'en suis où ? J'en ai au mot indien.
cinquième de toutes les autres personnes. Le recensement sera effectué dans les 3 ans qui suivront la première réunion du Congrès, et ensuite tous les 10 ans. Nous, on le fait quasiment tous les ans, grosso modo, le recensement. Donc, les États-Unis, donc, ensuite tous les 10 ans, de la manière qui sera fixée par la loi. Le nombre des représentants n'excédera pas 1 pour 30 000 habitants. Mais chaque État aura au moins un représentant jusqu'à ce que le recensement soit effectué. L'État du New Hampshire aura droit à 3 représentants. Le Massachusetts à 8. L'État de Rhode Island et les plantations de Providence à 1. Le Connecticut à 5. L'État de New York à 6. Le New Jersey à 4. La Pennsylvanie à 8. Le Delaware à 1. Le Maryland à 6. La Virginie à 10. La Caroline du Nord à 5. La Caroline du Sud à 5. Et la Géorgie à 3. Oui, il n'y a pas tous les États sur cette liste. C'est quand même à l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'États. En 1976. En 1987, pardon. Lors des vacances se produiront dans la représentation des États, le pouvoir exécutif de cet État fera procéder à des élections pour ok, bon ça c'est un peu plus politique. Voilà, on passe directement à la section 3. Section 3, c'est le Sénat des États-Unis. Sera composé de 2 sénateurs pour chaque État, choisis pour 6 ans par la législature de chacun. Et chaque sénateur disposera d'une voix. Dès qu'ils seront réunis à la suite de la première élection, les sénateurs seront divisés aussi également que possible en 3 groupes. Les sièges des sénateurs du premier groupe seront déclarés vacants à l'expiration de la 2e année. Ceux du second groupe à l'expiration de la 4e année. Donc c'est bien sûr les élections par tiers. Tous les 2 ans, je crois. À l'expiration de la 4e année. Et ceux du 3e groupe à l'expiration de la 6e année. De telle sorte qu'un tiers puisse être renouvelé tous les 2 ans. Et si des vacances se produisent par démission ou autrement en dehors des saisons législatives d'un État, le pouvoir exécutif de cet État peut procéder à des nominations temporaires jusqu'à la réunion suivante de la législature, qui pourvoira alors à ces vacances. Alors, pour être sénateur, il faut... Alors, nul ne pourra être sénateur s'il n'atteint pas l'âge de 30 ans, s'il n'est pas depuis 9 ans citoyen des États-Unis, et s'il ne réside au moment de l'élection dans l'État pour lequel il est élu. C'est quand même normal. Le vice-président des États-Unis sera président du Sénat, mais n'aura pas de droit de vote, à moins d'égal partage des voix du Sénat. Si jamais il y a une égalité, le vice-président, bien sûr, qui dirige le Sénat, pourra voter. Mais s'il n'y a pas d'égalité, il ne pourra pas voter. Le Sénat choisira les autres membres de son bureau ainsi qu'un président temporaire en cas d'absence du vice-président des États-Unis, ou lorsque celui-ci sera appelé à exercer les fonctions de président des États-Unis. Le Sénat aura le seul pouvoir de juger les personnes mises en accusation par la Chambre des représentants. Par exemple Donald Trump, pour les accusations d'impeachment. Et ça, on va essayer d'y revenir avant la fin de cette vidéo. À moins que... Parce que là, on est encore dans le premier article. On est encore dans la première article. On en est... Alors oui, donc voilà, l'impeachment. Donc je rappelle que le Sénat aura le seul pouvoir de juger les personnes mises en accusation par la Chambre des représentants. Lorsqu'il siégera à cet effet, les sénateurs prêteront serment et feront une déclaration solennelle. En cas de jugement du président des États-Unis, le président de la Cour suprême présidera. Nul ne pourra être déclaré coupable que par un vote des 2 tiers des représentants présents. Les condamnations prononcées en cas d'impeachment
ne pourront excéder la destitution et l'interdiction d'occuper tout poste de confiance ou d'exercer toute fonction honorifique ou rémunérée des États-Unis. Mais la partie condamnée sera néanmoins responsable et sujette à accusation, procès, jugement et condamnation suivant le droit commun. Après c'est... ouais. Le Congrès se réunira au moins une fois par an, le premier lundi de décembre, à moins que par une loi, il ne fixe un jour différent. Et c'est pour... D'accord. Ok. Bon, je vais pas tout lire, hein. Je suis en train de voir ce qui est un peu intéressant. D'accord, côté nanana. D'accord, les projets de loi, nanana. Ah, voilà. Le Congrès aura le pouvoir, c'est la section 8 du premier article de la Constitution. Le Congrès aura le pouvoir de lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de payer les dettes et pourvoir à la défense commune, à la prospérité générale des États-Unis, mais les dits droits, impôts et excises seront uniformes dans toute l'étendue des États-Unis. Voilà, donc le Congrès aura aussi le pouvoir de faire des emprunts sur le crédit des États-Unis. Il a aussi le pouvoir de réglementer le commerce, d'établir une règle de naturalisation et des lois uniformes au sujet des faillites applicables dans toute l'étendue des États-Unis, de battre... Ok, de fois, c'est un peu compliqué. D'assurer la répression de la contrefaçon des effets de la monnaie en cours aux États-Unis, d'établir des bureaux et des routes de poste, de constituer des... Ouais, donc là, donc, bon, c'est un peu des... Voilà, ouais, donc le Congrès, bien sûr, aura le pouvoir de constituer des tribunaux inférieurs à la Cour suprême, de définir et punir les pirateries et les crimes commis en haute mer et les atteintes à la loi de la nation. Et bien sûr, vous avez compris que le Congrès aura le pouvoir de déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles et d'établir des règlements concernant la prise sur terre et sur mer, de créer et d'entretenir une marine de guerre. Voilà, c'est un peu des textes d'époque, hein, donc voilà. Voilà, on a passé trop de temps sur l'article 1, on va passer à l'article 2. Le pouvoir exécutif sera conféré à un président des États-Unis d'Amérique. Il restera en fonction pendant une période de 4 ans et sera ainsi que le vice-président choisi pour la même durée élu comme suit. Chaque État membre nommera de la manière prescrite par sa législature un nombre d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auxquels il a droit au Congrès. Mais aucun sénateur ou représentant ni aucune personne tenant des États-Unis une charge de confiance ou de profit ne pourra être nommé électeur. Heureusement. Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par bulletin pour 2 personnes, dont l'une au moins n'habitera pas le même État que eux. Ils dresseront une liste de toutes les personnes qui auront recueilli des voix et du nombre de voix réunies pour chacune d'elles. Ils signeront sur cette liste voilà, donc c'est un peu trop long. Ah voilà. Nul ne pourra être élu président s'il n'est citoyen de naissance. S'il n'est citoyen des États-Unis au moment de l'adoption de la présente Constitution. S'il n'a 35 ans révolus et ne réside sur le territoire des États-Unis depuis 14 ans. En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou de son implicité d'exercer ou de son incapacité d'exercer
les pouvoirs et de remplir les devoirs de charge, ceux-ci seront dévolus au vice-président. Le Congrès pourra, par une loi, prévoir le cas de destitution, de mort, de démission ou de capacité à la voix du président et du vice-président en désignant le fonctionnaire qui fera alors fonction de président, et ce fonctionnaire remplira la dite fonction jusqu'à cessation de la capacité ou l'élection d'un nouveau président, bien sûr. Le président recevra pour ses services, à échéance fixe, une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne percevra pendant cette période aucune autre émolument des États-Unis ni aucun des États. Avant d'entrer en fonction, le président prêtera serment en prononçant l'affirmation qui suit. Ce qu'on va entendre mercredi, bien sûr, lors de sa prise de fonction. Je jure, ou affirme, je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. Et ensuite, voilà, que Dieu bénisse l'Amérique. Il aura le pouvoir, sur l'avis et le consentement du Sénat, de conclure des traités sous réserve de l'approbation des 2/3 du Sénat. Il proposera au Sénat, sur l'avis d'un... le président aura le pouvoir de pourvoir à toute vacance qui viendrait à se produire entre la session du Sénat en accordant des commissions qui expireront à la fin de la saison suivante. Le président, le vice-président, l'exécutif font aussi une... Ok. Article 3, c'est quoi ça? Pouvoir judiciaire, non. Tous les crimes sont... Ok. Article 4. Ok. Alors, 5. Voilà, bon après les autres articles sont moins intéressants. Voilà, je vous ai énuméré un peu les parties intéressantes de la Constitution. Alors en fait, voilà, la prochaine fois on parlera des différents amendements, parce qu'il y en a un bon paquet d'amendements. Il y en a 27 amendements quand même. Et oui, 27 amendements, donc... Alors maintenant, il faut que je retrouve la page... Alors, où est-ce qu'il est la page? Hop. Ah voilà. Je vous l'ai promis, je vais conclure avec cette question ultime. D'où viennent l'âne et l'éléphant? Alors, je vous lis donc cet article. Le président doit s'appuyer sur un parti politique pour être élu. Même si les pères fondateurs, se méfiant des partis, ne les ont pas mentionnés dans la Constitution. Ce n'est qu'en 1796, lors de la 3e élection d'un président, que les fédéralistes de John Adams s'opposent aux démocrates républicains de Thomas Jefferson. Les premiers sont les ancêtres des républicains, véritablement fondés le 28 février 1854. Les seconds sont les ancêtres des démocrates. Le symbole des républicains est l'éléphant. Il date d'une caricature de Thomas Nast, publiée le 7 novembre 1874 dans le Harper's, représentant un gros éléphant portant l'inscription « Votez républicain » sur le dos. Le symbole des démocrates, l'âne, remonte à l'époque où le président démocrate Andrew Jackson a été caricaturé sur les traits de cet animal. Car lors de la campagne de 1828, le terme jackass, bougre d'âne, en français, avait été utilisé pour le désigner. Leur couleur, le bleu, est couramment utilisée en 2000. Il s'oppose bien sûr au rouge des républicains. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous parler la prochaine fois du président
et des médias. Le pouvoir des médias, évidemment, et toutes les différentes petites histoires qui ont égrené toutes ces dernières années, évidemment. Toutes ces années. Après, peut-être que je reviendrai un peu sur la Constitution, sur ces deux grands textes fondateurs. Voilà, alors là, du coup, ça va être compliqué parce que je vais donc compléter cette feuille avec plein d'autres infos que je mettrai la prochaine fois peut-être. Donc ça, il faut vraiment que je le garde de côté parce que la feuille n'est pas encore remplie entièrement et on l'enlève. Hop là, rapide. Comme ça prend beaucoup de place, je vais la plier, évidemment. Alors, vous me dites que en ce moment, bien sûr, il y a évidemment un des grands moments annuels qui se déroule aux États-Unis, bien sûr. Je peux évidemment parler du catch, avec bien sûr le fameux Russell, le fameux grand événement annuel de catch, c'est le WrestleMania. Il y a aussi bien sûr la finale du basketball américain. Et il y a quand même surtout le grand spectacle d'un sport qui existe en France. Il y a quelques clubs en France d'un sport qui est assez difficile à comprendre pour les débutants, mais qu'à force, c'est très passionnant. C'est le football américain. Un espèce de ballon ovale qui ressemble au ballon de rugby, avec des gars musclés, voire même très musclés, c'est un espèce de rugby mais différent. Voilà, ça sera évidemment un de mes nombreux sujets de mes prochaines vidéos. Et vous me dites qu'est-ce que je suis en train de regarder à ma gauche. Eh bien en fait je suis en train de suivre quelques morceaux du match des playoffs de la NFL. Enfin c'est les qualifications pour la grande finale du Super Bowl qui sera donc diffusée sur la chaîne L'équipe à la fin du mois de février, si je ne me trompe pas. Non, vers la mi-février, je crois, à peu près. Ça sera évidemment un dimanche soir sur la chaîne L'équipe. Et je rappelle que ces matchs ont été diffusés les années précédentes. Les 2 précédentes années, ces matchs ont été diffusés sur TF1. Et précédemment, ils ont également été diffusés sur W9, chaîne du groupe M6. Et je crois qu'ils ont été commentés par celui qui présente ces fameuses soirées NFL maintenant sur la chaîne L'équipe cette année. Mais voilà. Donc la chaîne L'équipe ils ont racheté les droits des matchs de football américain. Et là bien sûr, ils nous diffusent que le plus intéressant c'est bien sûr les grands matchs importants, comme par exemple les qualifications pour la grande finale du Super Bowl, qui sera évidemment diffusée cette année sur la chaîne L'équipe. Je pense que pour encore plusieurs années également. Voilà, parce que là je vois un match, donc ça c'est un match de la conférence de Ouest, parce que ça parle évidemment d'un match qui se joue entre l'État de Los Angeles contre Green Bay, contre l'État de Green Bay. Voilà, et pour le moment, c'est presque la fin du match, donc je vais vous laisser. Pour le moment, c'est Green Bay qui se qualifie pour les demi-finales du Super Bowl. Voilà, donc il y aura donc une demi-finale de la conférence Ouest et une demi-finale. Non, là c'est comment dire, là c'est encore que les quarts de finale. Je crois que la semaine prochaine, il y aura donc les demi-finales. Les 2 demi-finales des 2 conférences Est et Ouest, et que ensuite voilà et après il y aura bien sûr la finale des 2 conférences, les 2 grandes finales des 2 conférences, et ensuite bien sûr les vainqueurs de finale des 2 conférences vont s'affronter bien sûr pour remporter bien sûr la fameuse coupe du Super Bowl, le trophée du Super Bowl bien sûr, dans une soirée évidemment avec bien sûr un grand spectacle à la mi-temps. À la mi-temps, c'est à la fin des 2 premiers cartons. Évidemment, les cartons, ça veut dire que chaque
Ouf, Green Bay vient de marquer un touchdown, mais ça, je vous expliquerai bien sûr le règle de ce. Enfin, comment dire, ils ont marqué un essai. Hein. C'est l'équivalent chez nous de l'essai. Donc là, il va y avoir la transformation, comme au rugby, comme au rugby français. Voilà. Sauf que par rapport au rugby, bien sûr, eux, le football américain, c'est des gars qui ont des protections sous les épaules, enfin sur tout le corps, pratiquement. Ils ont des protections sur tout le corps, des grosses. Ils sont en gros paraquets. Et bien sûr, ils portent évidemment des casques. Parce qu'ils se collent le tête, tout le corps. Ils se collent partout, ces gars-là. Voilà, ils ont plein de protections partout. Ils se font passer le ballon. Ça ressemble un peu au rugby, mais pas tout à fait, parce qu'il y a des règles un peu plus précises. Il y a une histoire de yards, de mètres, de centimètres. Voilà, j'essaierai de vous expliquer tout dans une de mes prochaines, enfin lors de la prochaine vidéo qui sera évidemment enregistrée avant la finale du Super Bowl. J'essaierai de vous expliquer plus ou moins la règle de ce sport. Voilà, et au moins la chaîne d'équipe, eux, ils expliquent assez clairement les règles, évidemment, parce que bien sûr, ils ont dans les commentaires des spécialistes de ce sport, des spécialistes français de ce sport, évidemment, qui existent en France. Et je vous dirai bien sûr, je vous donnerai toutes les infos pour ce football américain qui existe en France également, mais qui est moins connu que là-bas aux États-Unis, bien sûr, parce que eux, c'est une grande tradition, évidemment, les Super Bowl, avec bien sûr les ailes de poulet qui mangent tous les soirs, à chaque fois qu'il y a ce Super Bowl, bien sûr, il y a beaucoup d'argent en jeu au niveau de la pub, au niveau du spectacle à la mi-temps, et au niveau, bien sûr, de tout ce que les gens mangent ou boivent pendant ces soirées, évidemment. Soirées événementielles diffusées dans toutes les États-Unis d'Amérique, bien sûr, et dans tout le monde entier également. Diffusé mondialement évidemment, et pour la France ça sera diffusé sur la chaîne Équipe, et ça sera pendant la nuit de dimanche à lundi, et ça sera apparemment lors d'une grande soirée assez spéciale, bien sûr, parce que bien sûr avant la finale du Super Bowl il y aura bien sûr un match de football, un grand match important pour la Ligue 1, bien sûr, le match, je crois, entre Marseille et le PSG, qui sera précédé bien sûr, qui précédera ce match de football américain, qui sera évidemment à suivre aux alentours de minuit. Je vous donnerai la date exacte et les équipes qui vont s'affronter pour ce Super Bowl un peu plus tard. Voilà, c'était la petite parenthèse américaine, après vous avoir expliqué un peu, parlé un peu de loi américaine. Maintenant, je vais suivre donc la fin de ce match de football américain. Je pense que les Green Bay vont se qualifier. J'aurais préféré que ce soit l'équipe de Los Angeles. Mais apparemment, ils sont moins bons que les Green Bay. Voilà. Je vous laisse tranquille. Je laisse voir la suite. Il reste 6 minutes. Je vais suivre les 6 dernières minutes. Et maintenant, à la prochaine. Bye.